bonjour à toutes et à tous. Nous allons être ponctuels, commencer cette rencontre, ce café littéraire, en compagnie donc de Sarah Mishkin. Je suis très heureux de connaître à cette occasion, puisque je vous ai lu pour la première fois, Sarah. On dit qu'on se tutoie un peu dans la vie, alors je ne sais pas, on va essayer, là je repasse au vouvoiement, donc vous ne nous en veuillez pas si on alterne les deux. Sarah Mishkin, vous êtes autrice donc, de La Plaie de l'Aube aux éditions Blast, qui est un éditeur toulousain. Il se trouve que je vis à Toulouse, donc je connais bien cette éditrice. Ces deux éditrices, ce sont deux femmes qui ont créé il n'y a pas très longtemps cette maison d'édition, qui maintenant monte en puissance et en qualité, je trouve. Vous aviez publié aussi... Alors, il y avait eu un premier recueil de poésie, il y a eu ensuite un roman de minuit à minuit aux éditions Le Bruit du Monde à Marseille, donc qui est un très très beau roman où c'est une femme, une mère qui envoie et qui écrit à sa fille qui lui a été retirée par les services sociaux. Ça c'est un peu pour le centre du roman. Et donc vous êtes commencé par la poésie, passé par un roman, mais dont la forme, on le verra, est très poétique, je trouve. Et tu reviens maintenant à nouveau avec ce recueil de poésie, donc La Plaie de l'Aube, donc aux éditions Blast. Alors, il devait y avoir dans cette rencontre Sophie G. Lucas, qui ne peut pas être parmi nous pour des raisons personnelles importantes, mais on aura, je pense, l'occasion au cours de cet échange de également lire peut-être quelques extraits de son œuvre, Sophie G. Lucas, donc qui écrit notamment de la poésie, alors aux éditions La Contre-Allée. Il se trouve qu'elle a publié justement un texte qui s'intitule « Assommons les poètes ». Alors c'est une allusion bien sûr à Baudelaire, son texte « Assommons les pauvres ». Et si je lis la quatrième de couverture de Sophie G. Lucas, « Assommons les poètes » est un clin d'œil à Baudelaire et à son poème « Assommons les pauvres », parce que la place de la poésie contemporaine dans le paysage littéraire en France est pauvre, alors que, paradoxalement, elle est si vivante, si riche, si remuante, mais en marge. Être poète, c'est une manière de vivre, d'être au monde, de ne pas trouver sa place, parce que, toujours inconfortable, écrire de la poésie de nos jours est une forme de résistance. Et on y vient, on est dans cette thématique donc des résistances poétiques. On verra chez toi, Sarah Mishkin, que vraiment le langage, travaille sur le langage, est vraiment au cœur de ta création littéraire. Moi, ce qui me frappe dans ces deux, aussi bien dans La Plaie de l'Aube, on parlera peut-être du titre, parce que c'est un très beau titre, La Plaie de l'Aube. J'ai pensé à Arthur Rimbaud aussi, J'ai embrassé l'aube d'été. Je ne sais pas si pour toi, Rimbaud... Rimbaud, ça a été mon premier grand amour en je poésie. Ne savais pas. Donc oui, il continue à m'habiter beaucoup. Et puis je pense que le premier rapport à la poésie pour toute personne, c'est l'école. Ouais. Mais bon, c'est là où, on en parlait un peu ce midi aussi. Le fait que oui, les gens après... très souvent, moi, on me dit ça de oui, la poésie c'est obscur, on n'ose pas y aller, on n'ose pas aller le lire. Et moi, je me dis que, il y a eu une problématique si la transmission ne s'est pas faite là, en tout cas que les gens sont ressortis pour la plupart en se disant cet endroit-là n'est pas pour nous. Et je pense que oui, moi particulièrement, du coup, ça, en étant une jeune personne, j'ai eu toute la problématique en sortant du lycée, que de savoir vraiment que je voulais devenir poétesse. Et oui, cette grande question de qu'est-ce que c'est en fait être une poétesse au XXIe siècle, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Et en sachant aussi que ça, les quelques figures qu'on a eues sont seulement des personnes mortes qui nous ressemblent pas forcément, qui avaient d'autres problématiques, qui étaient dans d'autres siècles. Et même si ça, on a été complètement traversé, du coup, se repose la question de oui, ça, qu'est-ce que ça implique, quelle écriture c'est, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire, de quelle manière on le formule aussi, quoi. Et en sachant que oui, après la poésie, c'est un champ d'immense liberté en fait, dans le rapport à la langue, finalement dans les thématiques. Et c'est vraiment quelque chose où on peut se permettre de se libérer en fait d'énormément de choses, dont même le fait que le lecteur ou la lectrice ait à comprendre rationnellement ce qu'on est en train d'écrire. Et oui, et du coup, dans tout ce cheminement-là, il y avait vraiment ça de oui, qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire être poète, poétesse du coup. Mais c'est sûr que Rimbaud, il y a beaucoup de poètes, poétesses qui, j'ai lu, ça m'a intéressé sur le moment, mais finalement, ça fait pas partie de ma généalogie. Rimbaud, jusqu'à maintenant,
mais je trouve que c'est une figure qui est très contemporaine aussi en fait. C'est ce que j'allais dire. Parce que pour le coup, c'est quand même une jeune personne, voilà, qui fugue, qui est vraiment exactement en guerre contre la bourgeoisie, une personne queer aussi quand même, qui a une relation homosexuelle. Enfin, donc oui, c'était une sacrée personne et ça résonne vraiment beaucoup avec énormément d'enjeux contemporains qu'on a maintenant. Et dans toutes ces questions-là aussi de quels récits du coup sont entendus ou non. Rimbaud, c'était une des personnes à l'époque qui avait réussi à faire entendre sa voix en étant vraiment dans une position de marge, quoi. Et je pense que c'est pas anodin non plus que ça, du coup, qu'il ait eu un espèce de parcours très fulgurant. Et après, il s'est dit, je veux plus jamais écrire de ma vie. Et j'en veux pas aussi de cette société-là, en fait. Je vais m'extraire, mais littéralement, c'est-à-dire géographiquement, et je vais plus du tout aller dans l'écriture. Parce que c'est quelque chose d'une grande violence aussi d'habiter ces marges-là, d'une certaine manière. Mais oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qu'il a écrit. Moi, je suis très perméable dans tous les cas à tout ce que je lis. Donc en fait, il y a des choses qui reviennent m'habiter, mais des fois c'est même pas tant la lecture. Des fois, c'est des choses que les gens me disent. Et après, ça revient m'habiter. Enfin, je l'entends vraiment comme une litanie, souvent. Et ça ressort, oui, tu vois, dans tout ce que j'écris. Après, c'est comme s'il y avait des petites bribes qui reviennent se figer, quoi. Et de plus en plus, je vois l'écriture comme ça. J'ai l'impression que c'est une grande discussion, en fait. Enfin, il y a vraiment une conception très de solitude de la littérature, mais je pense que c'est vraiment une construction un peu fantasmée aussi du génie solitaire, etc. Et en fait, moi, je me rends compte que les livres, c'est vraiment un grand dialogue. C'est un grand dialogue dans du silence, du coup, mais grand dialogue avec des lecteurs et lectrices. On dialogue avec des morts et des mortes, que ce soit des écrivains et écrivaines qui sont arrivés avant nous, que ce soit les personnes que nous, on aime, qui sont mortes aussi, quoi. Et on dialogue aussi, c'est dialogue dans le temps et c'est dialogue dans l'espace. Parce que c'est ça qui est extraordinaire avec le livre aussi, quoi. C'est-à-dire que même moi, une fois que je serai morte, je pourrais continuer à parler à des gens. Oui, non, mais c'est ça. C'est vraiment ça. Donc oui, pour le coup, non, moi je trouve qu'il y a toujours plein de voix en fait qui viennent se tisser, qui viennent se tramer dans mon écriture à moi, et que j'ai presque plus l'impression que c'est ça qui a une responsabilité à porter ces voix-là, mais que du coup je suis plus vecteur, quoi. Enfin, c'est comme si moi je m'inscris dans ce fleuve-là, mais de dizaines de milliers de voix, etc. Donc je suis vraiment pas grand-chose, quoi. Et en même temps, j'ai cette responsabilité-là que de les porter. Tu as évoqué le fleuve, ça me fait rebondir parce que c'est vrai aussi bien, je trouve, dans La plaie de l'aube, qui est en effet une poésie qui va se dérouler, une sorte de coulée, si je puis dire, sur une journée, puisqu'on commence il y a quelques mouvements, enfin il y a une première ligne de fuite à 23h13 et le livre va se terminer, c'est le lendemain, enfin c'est 23h13. Alors ligne de fuite de ligne. J'aime beaucoup parce que c'est vrai d'un chapitre à l'autre, ça change, ça évolue, ça revient. Bon. Et il y a aussi dans De minuit à minuit, ton roman, donc, qui est très poétique aussi, cette lettre donc qu'envoie cette mère à sa fille qui lui a été retirée par les services sociaux. Il y a, je crois, 16 mouvements, plus un post-scriptum, enfin une fin, 17 en tout. Donc est-ce que cette idée de la structure de couler comme ça, je trouve qu'on peut l'appliquer, et d'où la difficulté de choisir des extraits qu'on va lire, que tu vas lire. Et c'est vrai, est-ce que c'est important pour toi cette fuite comme ça, cette coulée continue qui nous emporte un peu en quelque sorte? Oui, complètement. Mais je pense que vraiment, c'est comme ça que je vois la littérature aussi, de manière générale, en fait. Je suis en train de me rendre compte, c'est vraiment un grand fleuve de voix, quoi. Et tout s'imbrique au fur et à mesure, et vraiment, oui, de voix qui étaient dans des siècles différents, qui étaient dans des pays différents, qui ont été traversés par des corps différents, par des vies différentes, mais qui se mêlent toutes. Enfin, même si on voit juste la librairie à côté, là, c'est quand même énormément de personnes et de personnes qui parlent de beaucoup de personnes. Donc, en fait, c'est un flot immense, mais qui est le flot humain, en fait, assez généralement, quoi. Où il y a un récit une multiplicité de récits, un fleuve de récits, un tissage de récits. Et moi, j'ai l'impression que oui, en fait, que ce soit qu'on prenne l'échelle de la littérature ou l'échelle du livre, à chaque fois, c'est ce tissage, c'est ce fleuve-là, quoi. Et ouais, du coup, c'est forcément quelque chose qui revient, moi, dans la manière dont j'écris. Et après, c'est quelque chose dont je parlais ce matin, mais vraiment moi, ma problématique avec la linéarité, assez généralement, quoi, la temporalité linéaire. Et parce que je trouve que ça, en fait, c'est toujours une trahison, entre guillemets. Enfin, ça peut dire un certain nombre de choses, mais il y a quand même, et moi je vois, quand je parle avec les gens aussi généralement, j'ai été élevée par mes grands-parents maternels, donc je pense que j'ai un rapport au temps qui est assez différent aussi, quoi. Et
c'était ma grand-mère qui me disait ça, qui me disait mais c'est drôle. Enfin là du coup j'ai 80 ans, mais vraiment je me rappelle quand j'avais 16 ans, et puis moi je me vis aussi comme quand j'avais 16 ans, je me vis encore comme quand j'avais 30 ans, je me vis encore. Donc c'est même là, enfin c'est le question de strates et de tissage de tout ce qu'on est. Et dans une vie, il y a tellement de vies aussi quoi, et parce qu'on se transforme, et aussi parce qu'on porte des vies qui sont pas les nôtres du coup quoi. Et donc à chaque fois, oui, ce mouvement, qu'est-ce que c'est en fait? Parce qu'il y a quand même quelque chose qui rythme la vie, qui relève pas de la linéarité, mais il y a bien quelque chose qui ponctue à chaque fois. Et donc c'est de transcrire ce rythme-là. Et c'est vrai que oui, dans le roman, ça passe par les mouvements, parce que pour moi, oui, j'avais toujours l'impression que c'est une espèce de grand souffle qui est repris à chaque fois. Enfin, c'est tout ce que ça lui coûte à chaque fois de parler à cette mère, quoi. Donc elle a besoin à chaque fois de reprendre sa respiration et de dire ok, je lâche tout. Et après je re-respire de nouveau et je lâche tout. Donc ça, c'est les mouvements. Et pour les lignes de fuite, c'est un concept de Deleuze en fait. Qui est de dire, qui va aussi avec ce côté-là. Lui, il a beaucoup pensé l'art et la résistance, etc. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et lui, il pense que les lignes de fuite, justement, c'est des manières de s'échapper un peu du réel, mais pour construire des nouveaux espaces de réel, quoi, des nouveaux possibles, en fait, quoi. Imaginer des nouveaux possibles. Et du coup, je me suis dit, oui, enfin, moi, ça, c'était la grande question du recueil. C'était de ça, un peu. C'était la question de la fin du monde. Enfin, ça commence par une exergue d'Aimé Césaire. Exactement, et où en fait, il y a beaucoup cette question-là de fin du monde qui revient dans l'époque contemporaine un peu, souvent pris dans le prisme climatique, quoi. Donc on arrive à une fin du monde, etc. Et moi, ça m'embêtait comme question parce que je me disais, oui, c'est quand même très occidentalo-centré, parce qu'en fait, toute cette question-là de changement climatique, de disparition des espèces animales et de génocide aussi, pour toutes les populations autochtones des États-Unis et de l'Amérique généralement, ça se pose depuis le XVIe siècle. Donc en fait, c'est parce que maintenant ça arrive en Occident que du coup c'est un peu la panique et on se dit oui, la fin du monde. Mais du coup, je me suis dit oui aussi, ça c'est des communautés et même chose pour tout le continent africain du coup qui ont déjà vécu ces fins du monde là quoi. Et cet exergue de Césaire là, je l'aime beaucoup parce que je me disais oui, lui, c'est pas la fin du monde qu'il redoute, c'est la fin du monde qu'il réclame. Et du coup, c'est de dire ça, en fait. Pour moi, c'était de dire ça en me le réappropriant de manière contemporaine, c'était de dire, on est en effet dans cette situation-là extrêmement critique, parce qu'on est dans un monde qui accentue, en fait, toutes les choses qui font qu'on est mené vers la catastrophe. Donc ça veut dire que si on veut, en fait, pouvoir survivre à ça, il va falloir qu'on ouvre d'autres mondes et d'autres possibles. Et il y a vraiment l'idée de pluriversalité aussi beaucoup, moi qui m'occupe, et qui est cette idée-là de, souvent en Occident, on va penser les choses, oui, de manière très binaire, quoi. Ouais. Donc, par exemple, la science, donc ça existe, et donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre manière de penser les choses. Même chose pour, par exemple, le système économique. Donc, on fonctionne dans un système capitaliste. Donc, les questions qui se posent maintenant aussi, est-ce que c'est possible la décroissance ou non? Est-ce que c'est possible de cohabiter avec différents imaginaires, avec différentes cultures, en croyant à différentes choses? Et moi, je pense que c'est complètement possible pour le coup. Il y a vraiment une plasticité, il y a une possibilité d'avoir différents mondes, différentes cosmogonies qui coexistent. Et on le voit vraiment avec ces communautés autochtones aussi, qui vont avoir, par exemple, un arbre qui pour eux est leur mère, et la mère de tout l'univers. Mais ils peuvent très bien aller en Occident, et si on leur dit oui, juste c'est un arbre, et ben ils disent d'accord. Ils ne vont pas aller faire la guerre de dire oui, je dois t'anéantir parce que c'est pas donc c'est cette plasticité là en fait, cette fluidité qui permet de faire coexister plusieurs mondes dans un monde commun quand même, et qui passe par le dialogue aussi du coup simplement en fait quoi, et un respect des différentes personnes et des différents mondes qu'elles portent avec elles. Aimé Césaire, qui puis-je? Il faut bien commencer. Commencer quoi? La seule chose au monde qu'il vaille la peine de commencer. La fin du monde, parbleu. Donc c'est cahier d'un retour au pays natal. Et c'est vrai que dans De minuit à minuit, vous citez Sonny Labotansi aussi, qui est un grand écrivain, finalement pas tant connu que ça. Enfin, c'est toujours dommage. Peut-être on peut le citer aussi, parce que ça fonctionne un peu par rapport à notre thématique là, de cette rencontre, l'engagement, la violence du monde. Sonny Labotansi, c'est donc un extrait de Encre, sueur, salive et sang. Je suis le produit d'une terre, je suis le produit d'un monde, et c'est pour me venger de ce monde que je parle. C'est pour faire une grosse tâche humaine sur la vie que je parle. Tâche humaine, donc tâche de Dieu. Pourquoi avez-vous si peur d'apprendre qu'on existe? Effectivement, je vous le dis, on existe. Si vous avez peur, c'est que vous êtes dans le camp de la catastrophe. C'est que vous fuyez la vie, et ça ne suffit pas pour inexister. Voilà.
C'est important ce choix des textes que vous mettez en avant comme ça. Vous citez assez peu. Enfin, tu cites. Je repasse au vive ou amende. Mais c'est vrai qu'on a l'impression, voilà, c'est vraiment, on entre très vite dans le vif du sujet avec ces textes en exergue. Complètement. Ben moi, j'ai l'impression que il y a toujours. Enfin, je vois vraiment l'écriture avec toujours une question de responsabilité, quoi. Et responsabilité de manière large, donc responsabilité de manière intime, responsabilité sociale, responsabilité politique. Donc vraiment beaucoup de choses. Et à chaque fois, c'est l'idée de dans quelle lignée on s'inscrit, qui je pense est très important comme écrivaine, quoi. Et pour moi, ça va pas de soi. C'est pas forcément les figures justement qui sont les plus connues qui moi vont me parler. Et par contre, oui, je sais qu'il y a une espèce de force c'est quelle personne on convoque en fait avec nous pour l'écriture ensuite, et de quelle personne on a envie que, les personnes qu'on porte ou les voix qu'on porte soient teintées. Et que ce soit donc Aimé Césaire ou que ce soit Sony Laboutansi, qui est vraiment un grand écrivain congolais. Enfin bon, c'est là aussi où c'est relatif en fait, ces questions de connaissance, de reconnaissance. Enfin au Congo, tout le monde connaît Sony Laboutansi, quoi. Mais moi je sais que c'est quelqu'un, c'était un grand poète, une personne qui a énormément écrit, un grand romancier aussi, et avec vraiment une lucidité et puis une attention à la langue aussi, quoi. Et vraiment qui cherchait quelque chose d'immense dans son écriture, quoi. Et c'est vrai que la parole de cette mère, il y a un côté de vouloir rendre justice, que ce soit à sa fille, que ce soit à l'amour qu'elle lui a apporté, et que ce soit aux personnes qui l'ont précédée aussi, quoi. Et je me suis dit, avec cette citation-là, elle est portée, du coup, elle est habitée, elle n'est pas seule, elle est accompagnée, entre guillemets. Peut-être que tu peux nous lire un extrait donc, de Minuit à minuit, qui est au tout début, à la page 12, où elle ma douce, le langage, voilà. Ou après, si tu veux un autre extrait, c'est pas du tout, on n'est pas... Je pense qu'il y en a un autre qui vient mieux. Ah oui, non, c'est très bien. Ma douce, le langage naît de la chair. Il est la somme des fissures qui craquellent pour que la bouche puisse enfin sentir les marées de l'air noyer les poumons. Il est débordement des brèches, le fil rouge qui prend racine dans les os de nos ancêtres et se tord sur la pointe de nos dents pour crier la faim. L'écriture surgit de l'absence. Si je trace des plans sur le grand vide, sauras-tu funambuler jusqu'à moi? Je me suis dit le fil, tisse le fil. Je me suis dit tresse le langage et la corde jetée dans l'océan pour que tu puisses franchir le jour. Il s'agit de vivre, aller de minuit à minuit, encore et encore et encore. Très bien. Merci. J'évoquais le titre au début, ça c'est une question que je pose souvent, mais la plaie de l'aube, de minuit à minuit, est-ce que pour toi, les titres sont importants? Est-ce que tant que tu n'as pas de titre, tu es peut-être dans la capacité, je ne sais pas, d'écrire, ou est-ce que ça développe quelque chose, ça t'emmène, ou est-ce que le titre arrive un peu tardivement, ou peut-être ça n'a aucune importance, je ne sais pas. Mais ouais. Alors ça n'a pas forcément d'importance au début. Du tout, enfin que ce soit la plaie de l'aube là, de minuit à minuit, c'est même pas moi qui l'ai choisi, c'est mon éditrice. Du coup, ça, il fait partie du roman, c'est vraiment un fragment du roman. Mais ouais, non, c'est pas moi qui l'ai choisi. J'ai un peu du mal en fait à trouver les titres. La plaie de l'aube, je l'ai trouvé quand même après coup. Mais c'est vrai que, mais par contre, oui, c'est extrêmement important. Enfin, on a passé beaucoup de temps avec mon éditrice à en parler. Elle a choisi plein d'extraits, etc. Moi, j'ai mis du temps aussi à y réfléchir. Voilà, donc, enfin, c'est la première porte d'entrée. Enfin, mais comme vraiment la couverture. Enfin, je trouve que tout a une importance dans un livre. Enfin, ça reste quand même un objet. Donc, et ça reste un objet qui porte beaucoup de choses. Donc, ouais, enfin tout vraiment a un poids, tout vraiment a un poids. Mais c'est vrai que oui, c'est drôle parce que j'ai l'impression que un peu les titres en plus se répondent. Et c'est vrai que oui, que ce soit de minuit à minuit, c'était vraiment ce côté-là le côté cyclique, quoi. Enfin, il y a toujours quelque chose qui reprend. Oui, il y a une journée. Exactement, et qui reprend et qui reprend. Et c'est cette idée-là de franchir le jour, encore et encore et encore. Et la plaie de l'aube, c'était. L'aube, c'est symboliquement la plupart du temps ce qu'on voit, c'est la Renaissance, quoi. Enfin, vraiment le côté de le jour s'éveille, etc. Et pour des personnes qui souffrent, mais c'est présent de minuit à minuit aussi, l'aube, ça peut être déchirant en fait, quoi.
Enfin, il y a un côté de il faut encore recommencer. Faut y aller, quoi. Exactement, exactement. Et du coup, je voulais transcrire un peu cette idée-là aussi, et tout en gardant. Enfin, pour moi, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a toujours les deux pôles un peu dans ce que j'écris, quoi. Mais c'est la vie généralement, c'est-à-dire que on peut pas détacher la joie de la souffrance, on peut pas détacher la misère de l'immensité non plus. On est constitué de tout ça en fait, comme être humain, comme être humaine, quoi. Donc ouais, je pense qu'à chaque fois, j'essaye d'être juste dans cette polarité-là que je creuse beaucoup et que je creusais particulièrement ici. Et puis dans La plaie de l'aube, c'est un peu la même chose avec un autre angle quand même, je trouve. Mais... Ouais, et puis je trouve que c'est intéressant j'insiste, Sarah, mais de lire les deux. Enfin, je pense que vraiment le roman fonctionne, un roman poétique, je sais pas comment vraiment en miroir avec La plaie de l'eau, avec ce recueil de poésie, voilà, qui est vraiment, voilà, ça se répond, il y a des choses qui. Et c'est vrai que c'est la grande force de ton écriture, aussi bien dans le roman que dans la poésie, c'est de laisser vraiment, je trouve, on en a un peu parlé, Amélie, mais à la lectrice, au lecteur, la possibilité de lui-même, elle-même faire un peu un bout du chemin, de laisser totalement ouvert. Et c'est vrai, c'est encore plus marqué peut-être en poésie, où là on est dans la disposition même aussi du texte lui-même, avec le côté horizontalité, verticalité, tout ça rentre en ligne de compte, la graphie, la disposition. Je trouve que c'est important de le souligner. Vraiment, je vous conseille vivement de lire les deux. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, Sarah? En fait, moi j'ai l'impression généralement en fait d'écrire un grand livre, quoi. Donc, mais d'où le question du fleuve encore. Donc, ça devient des livres à un instant T, mais c'est comme si c'était un instant T de moi, le grand livre que je suis en train d'écrire qui est capturé, quoi. Mais par contre, oui, moi, j'ai l'impression de creuser mon propre, oui, exactement, mon propre sillon, et je pense mon propre sillon, mais qui devient racinaire, quoi, qui devient rhizomique, et qu'à chaque fois, oui, ça s'arrête dans une forme à certains moments donnés, et là, je me dis, ok, ben ça peut être un objet à part entière, mais oui, moi, la façon dont je l'envisage, en tout cas, oui, La plaie de l'aube, c'est même la continuité, ou je sais pas si c'est continuité ou précédent, et oui, tout vient s'interagir, et ça vient à question de mots aussi. Enfin, j'ai un côté un peu obsessionnel avec certains mots, des fois qui reviennent beaucoup, 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 et c'est comme si j'ai besoin de les prendre de plein d'angles différents pour savoir qu'est-ce qui recèle. Un regard différent peut-être sur eux, quoi. Oui, je pense complètement. Et ce qui est le côté de la poésie aussi, c'est-à-dire qu'on est un peu fâché avec le dictionnaire. Enfin, on a l'impression en tout cas qu'il dit pas complètement tout. Et moi, j'ai l'impression que ça, en fait, tous les mots, c'est chargé sémantiquement, en fait, quoi. Enfin, il y a énormément de couches de sens. Et ensuite, il y a non seulement toutes ces couches de sens-là dans un mot, mais en fonction de quelle résonance ils ont avec le mot d'après, avec le mot d'avant dans la phrase, de quelle bouche ils sortent, et ben il y a encore toutes des couches de sens, donc ça va vraiment dans presque vraiment le côté pluriversel, multiversel, oui, je sais pas, mot valise inventé à Laval, pluriversel. Exactement. Oui, donc moi j'ai l'impression que c'est ça, et que aussi j'ai l'impression que je cherche un peu à faire moi mon propre dictionnaire, en fait. Enfin, et du coup, c'est pas dictionnaire, ce serait pas ça, c'est je cherche ma langue. Et j'ai l'impression que je cherche encore ma langue. Le langage au cœur, vraiment, pour le coup. Ouais. Alors peut-être tu vas lire un extrait donc de La plaie de l'aube sur le côté combat, justement, engagement, résistance. Voilà, je me recueille sur les cendres, peut-être que ça pas mal. Enfin, ça donnait. Je me recueille sur les cendres des combattantes inconnues, les visages de l'oubli, les nœuds de la colère, les mèches de cheveux coupés, les révolutions tuent, les fleuves ne dorment pas. J'arrache la couture de l'horizon, des bouts de monde tremblotent, patchwork d'hiver sous la Méditerranée, de ma terre à ma terre, tous les cris de l'azur, tous les gris de mes sœurs, la rage rivée à la paupière. Les cités ont des larmes. Les fleuves ne dorment pas. Oui, puis là on voit bien, et
la capacité que tu as justement à saisir, j'ai envie de dire, l'individualité, le côté en même temps le monde, en fait, puisque c'est ça, alors, c'est ce qui résonne à travers, voilà, de franchir j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais voilà, des pays, un peu l'univers, enfin, tu viens de parler de pluriversalité, mais c'est vrai que totalement, il y a ce double mouvement, à chaque fois, de l'intime vers l'universel, l'intemporel aussi, traverser des époques, voilà. Est-ce que c'est ça qui t'anime, notamment quand tu écris? Oui, je pense. Ouais. Pour le coup, déjà moi, je fais pas de. Enfin, on a eu des longues discussions d'auteurs autrices par rapport à beaucoup de ces choses-là, et du coup des longues discussions échauffées un peu hier soir. Oui, parce qu'on n'a pas du tout forcément les mêmes conceptions des choses. Moi, du coup, ça, je pense que c'est en parlant vraiment du plus petit qu'on peut toucher à cette pluriversalité-là, du coup. Et même là, on peut jamais toucher à tout. On reste c'est quelque chose de minuscule, la vie humaine, quand même, quoi. Et ça, nous, en plus, oui, on est dans un petit temps, là, dans plusieurs millénaires. Enfin, on est vraiment, oui, des petites poussières dans du rien, quoi. Et pourtant, on parle de nous, oui, en termes très grandioses, l'humanité, le machin, mais, enfin, oui, si on prend vraiment à une échelle de qu'est-ce qui se passe, c'est vraiment du rien. Donc, mais ce rien-là est extraordinairement beau. Enfin, c'est là aussi où toute la vie, c'est immense, en fait, quoi. Et dans tout ce côté-là de hasard aussi dans l'univers, de juste qu'il y ait pu avoir de la vie humaine. Enfin, je trouve qu'il y a un côté, oui, qui est à la fois extrêmement magnifique et à la fois extrêmement un peu douloureux et un peu déchirant aussi, quoi. Et moi, c'est toujours quelque chose que j'ai vraiment eu un peu en balance, en tension. Et je sais qu'il y avait un moment, un film comme ça qui m'a beaucoup marqué, qui est La Strada de Fellini. Et qui raconte la vie d'une. Alors de base, c'est comment ça s'appelle, vraiment quelqu'un qui est dans un cirque un peu, en fait, et essaye de s'extraire de ses chaînes, donc vraiment les hommes forts, en fait, dans les cirques, quoi. Et lui va être touché vraiment par une jeune femme, et donc il embarque avec lui, mais ils ont une relation qui est très difficile. Enfin, à la fois c'est quelqu'un qui le ramène énormément à sa vulnérabilité, et en même temps du coup il est violent, et lui il porte un certain nombre de violences, et donc il la bat aussi et plein de choses. Et elle, il y a un moment donné où en fait elle parle à un funambule, parce que ça, donc il passe de ville en ville, et puis à un moment il s'arrête dans un cirque, et donc il rencontre un funambule, et elle ramasse un caillou. Et le funambule, enfin, la voit vraiment chérir ce caillou-là, quoi. Et puis il lui dit, mais comment ça se fait? Enfin voilà, laisse, c'est un caillou, il y en a partout, etc. C'est pas très important. Et elle dit, mais sans ce caillou, le monde y tiendrait pas, en fait. Et moi, j'ai l'impression que c'est ça que je cherche. Et donc ça touche à du rien, mais ça touche à tout. Ouais, donc c'est vraiment cette échelle-là, et pour moi la vie humaine, je pense que c'est beaucoup ça aussi, quoi. Et je pense que c'est là aussi où toutes les vies-là qui sont vraiment à la marge, qui sont les vies jetables, qui sont les vies violées, qui sont les vies, oui c'est ça, frappées, qui sont les vies tuées, etc. Elles sont immenses, ces vies. Oui, ce qui est le cas de la maman de Minuit à minuit, hein, qui dit, voilà, peut-être un autre extrait. Alors, je sais pas, il y avait plusieurs possibilités là. Je t'écoutais parler. Donc, il y a en effet là, un extrait sur la violence des hommes, par exemple, mais ça peut être aussi le texte sur les minorités. Je sais pas, je te laisse peut-être choisir. Je sais pas, les minorités, on était moins déjà, on était femmes, peut-être pour donner une idée de la richesse aussi du livre, enfin, parce que c'est vrai que c'est. On était moins déjà. On était femmes, on était noirs, arabes, musulmans, immigrés. On était pauvres, on était bons à rien, fous. Maintenant, on est les ombres, les arcs en guenilles injectés de sang que l'on prend en pitié sur YouTube ou à la télé, puis que l'on oublie. Ou ceux sur qui l'on crache parce qu'ils bouffent l'argent public à grands coups de structures qui ne leur donneront jamais une vie meilleure. Autant dire les damnés, ma douce, car ils nous condamnent, et notre existence tient seulement à leur regard. Alors même que notre souffle ne nous appartient déjà plus. De quelle identité peut-on se réclamer? De quel groupe? De quel sang? De quelle tribu? De quelle mer? Il nous jette à battements de ciel plus loin, bien plus loin que les marges, pour que jamais plus on ne puisse réclamer
ce que l'on a perdu. On en a parlé, mais je suis assez frappé quand on te lit, Sarah, qu'on imagine ce texte porté par une voix. Déjà, là, tu mets ta voix en avant, mais par une voix d'une comédienne, qui serait choisie pour porter le texte, pour le présenter sur scène. Ou peut-être ici, il y a eu vendredi soir une Natiotte là, qui a présenté un concert littéraire. On imagine ce texte porter une voix qui le mettrait en avant. J'imagine que tu y as pensé déjà. Est-ce qu'il y a des projets, des idées peut-être en cours? Ouais. Alors moi j'ai vraiment un truc on me l'a dit en fait énormément quand le roman est sorti. Oui, enfin il y a beaucoup de personnes, que ce soit des personnes, des poètes, des poétesses, que ce soit des personnes comme toi. Tu me l'as dit aussi. On me pose beaucoup la question des lecteurs, des lectrices. Et c'est sûr, de toute façon il y a une oralité en fait dans mes textes, donc oui je pense que ça a vocation à chaque fois à être incarné. Après j'ai vraiment un côté un peu presque mystique là-dedans quoi. Mais j'aime pas forcément aller chercher les choses. J'ai vraiment le truc de les choses vont venir quand il faudra. Donc je vais pas aller forcer et moi aller démarcher des personnes etc. Par contre je me dis je sais qu'à un moment donné ça va arriver et juste j'ai ça en tête. Et j'attends. Donc là, c'est à peu près comme ça. Et après, oui, j'ai des projets, de performance, plus de poésie par rapport à ce recueil-là. Là, je travaille sur un texte qui va être publié l'année prochaine aussi et qui sera vraiment un objet sonore aussi et qu'on veut vraiment mettre en scène avec une musicienne. Donc, il y a tout ça qui est là dans tous les cas. Et c'est peut-être ça aussi, peut-être que ça va finir par moi qui lit ce texte. Mais je sais pas, jusqu'à maintenant, je tiens à la chose j'ai l'impression que c'est pas moi qui dois le dire non plus. J'aimerais bien même distinguer, et puis même dans la confusion souvent qu'il peut y avoir, et où moi il y a ça aussi, où des fois on a l'impression que c'est moi qui ai écrit ma vie, et c'est généralement la confusion qu'il peut y avoir dans la littérature et pour les premiers romans. Il y a un peu de fantasme aussi, quoi. Et où du coup je me dis ce serait intéressant aussi de distinguer en ce sens-là, alors que si je l'incarne, il va vraiment y avoir plus de possibilités pour cette confusion-là. Et ça me conviendrait pas forcément non plus quoi. Et pour moi ce serait intéressant aussi d'avoir une autre voix, une autre personne qui l'apporte avec tout ce qu'elle est. Mais donc ça demande un grand soin. Enfin particulièrement ce livre-là. Enfin je trouve que j'ai une grande exigence par rapport à tout ce qui l'entoure généralement, parce que je trouve que c'est un livre qui est très délicat. Enfin c'est vraiment une ligne de funambule en fait quoi, pour que ça tienne et pour que ça reste dans cette chose-là de dignité et de voilà. Donc même dans le choix de la comédienne, je pense que j'aurais vraiment une grande exigence. Pour moi pas tout le monde peut le lire non plus quoi. Donc j'attends de trouver la personne où je vais me dire oui c'est évident, c'est cette personne-là. Comme on pourrait aussi imaginer, pour la plaie de l'Aube aussi, quelqu'un qui mettrait en voix, qui serait... Et c'est vrai que je disais au début, il y a cette importance de la disposition des mots, les écarts, les blancs, la verticalité, l'horizontalité. Comment se fait alors? On peut revenir à la genèse, peut-être, aussi bien de minuit à minuit que de la plaie de l'Aube. Comment tout cela se met-il en place? Est-ce que c'est d'abord l'idée peut-être d'un personnage? Est-ce qu'il y a une longue maturation? Et comment se construit, j'ai envie de dire, le poème, parce que c'est de couler, un travail aussi avec l'éditeur, j'imagine, plein de questions dans une seule, si je puis dire. Voilà, avec ces structures quand même très originales aussi sur une journée, ces lignes de fuite, ces mouvements, cette grande cohérence musicale, je dirais, au sens, est-ce que tout ça est important pour toi, Sarah, quand tu commences à te mettre à l'écriture? Je pense que c'est plus, paradoxalement, on discute beaucoup après coup pour parler de nos livres, mais c'est vrai que moi j'ai une pratique qui est très inconsciente de l'écriture en fait. C'est une pratique très régulière, je vois vraiment comme de l'artisanat ou du sport. Donc il y a une question d'entraînement, il y a une question de maîtrise de technique quoi. Donc en ce sens-là, je mets vraiment un point d'honneur à écrire tous les jours. Et j'écris la nuit, du coup, je pense d'où un peu le fait de minuit à minuit, voilà. Question de la nuit qui est toujours là, question du silence, je pense aussi, de la solitude. C'est forcément modelé par toutes ces choses-là aussi. Mais donc ça, en fait, j'écris en continu. Beaucoup de choses qui ne seront jamais publiées, qui n'ont pas vocation à l'être non plus. Et à certains moments, je touche un fil, quoi. Et je dirais que c'est un peu, soit je le vois comme un peu les sons du gong, là. Tu sais, où tu entends ça et c'est comme s'il y a quelque chose qui s'aligne, ou alors vraiment l'image de la goutte d'eau qui fait les ronds comme ça dans le lac.
quand j'arrive à cet endroit-là, qui est vraiment un endroit de justesse pour moi en fait, là je me dis ok, là c'est une vraie forme, c'est un vrai livre. Je sais pas exactement ce que c'est. Est-ce que est-ce que c'est un recueil? Est-ce que c'est un roman? Est-ce que c'est du théâtre? Est-ce que je me pose pas la question non plus, mais juste me dis d'accord, bon maintenant je suis vraiment ce fil-là et je décide, mais je décide pas tant que ça non plus. Enfin c'est juste, ça commence à m'habiter vraiment. Et par exemple la mer, moi j'avais vraiment l'impression j'avais pas l'impression d'écrire, j'avais l'impression de noter quoi, enfin d'être inscrit en fait, qu'on me disait des choses et juste j'écris. Moi j'ai pas mon mot à dire. Non mais c'est ça. Oui non pour le coup c'était clairement ça. Donc ça c'était la jeunesse du roman. Et je me suis rendu compte au bout de 50 pages que j'étais en train d'écrire un roman et de l'histoire aussi, parce que même chose enfin c'était pas et j'essaye pas non plus j'ai l'impression qu'il y a un truc un peu magique dedans il faut se mettre à l'écart en fait. Enfin tu laisses la place, tu écoutes. Moi, j'ai l'impression que l'écriture, c'est beaucoup de l'écoute, quoi, paradoxalement. Et jusqu'à maintenant, enfin, je sais que moi, je pense que le temps d'écriture, c'est pas qu'un temps d'écriture, en fait. Donc, tout le temps, moi, que je passe généralement à écouter des gens dans ma vie, toute personne, ça, je sais que c'est mon travail d'écrivaine aussi. Donc, ça se constitue comme ça en fait. J'écris la nuit et après toute la journée, je suis habitée par que ce soit l'histoire et j'écoute aussi vraiment les gens. Il y a des choses un peu étranges qui se passent du coup. Par exemple, ça, quand j'ai commencé à écrire ce roman-là, donc j'avais écrit les 50 pages et il y a un moment où à 2h du matin, je rentre en métro comme ça à Paris. Et je croise une femme, qui parle toute seule dans le métro du coup, donc qui était addicte au crack, etc. Et donc je lui réponds et puis on commence à discuter tout ça et puis elle a besoin d'argent donc on sort du métro, on marche un peu ensemble et puis elle me raconte un peu sa vie et moi du coup je raconte un peu ma vie et tout ça. Je vais au distributeur, du coup je lui donne un peu les billets et tout ça et puis ensuite elle fond en larmes du coup et moi aussi du coup ça m'a juste donné envie de pleurer donc on a pleuré ensemble et elle me dit ça, elle me dit je t'aime et moi je lui ai dit moi je t'aime aussi. Et je me suis dit, c'est incroyable en fait, je suis en train d'écrire sur cette femme-là. Mais j'avais déjà commencé à écrire. Donc c'est vraiment les choses, vraiment un peu magiques on maîtrise pas, et jusqu'à maintenant, enfin moi j'ai l'impression que il y a pas grand-chose. Je convoque ces endroits-là, mais c'est pas des endroits conscients, c'est pas des endroits de structure vraiment ou quoi que ce soit. Et pour le recueil, c'était un peu différent. Même chose, c'était quand même ce truc-là d'écriture en continu aussi. C'est ça. Et par contre, j'ai fait vraiment. Enfin, maintenant, j'arrive à un point j'ai beaucoup de matière du coup, et j'arrive aussi vraiment à un point d'exigence énorme dans la langue, quoi. Parce que ça, je trouve que j'ai pas envie c'est facile la zone de confort un peu. Une fois qu'on a une certaine maîtrise du style, etc., on va retomber un peu dans les choses qui sont devenues faciles pour nous. Et moi, ça m'intéresse de quelles images j'ai encore jamais exploré, quelles choses ouvrent vraiment un espace, tu vois. Donc j'avais 200 pages en gros et je me suis dit, je vais prendre que les choses qui sont vraiment, où je me dis, ok, ça tient complètement la route. Et après, même chose, un peu comme dans le roman aussi, comme j'écris pas dans l'ordre forcément, après ça, je restructure. Donc il y a un peu comme 2 temps de travail à chaque fois, où il y en a un où c'est ce qu'on appelle le premier jet, donc il y a juste tout qui sort, et puis il y en a un autre qui est vraiment ce travail de modelage, de sculpture, où on se dit ok, quelle forme on veut que ça prenne, et donc le recueil est devenu cette sculpture-là, un peu en fait très peu des 200 pages, et le reste je vais pas l'utiliser. C'est-à-dire que ça se développe assez longuement, ça s'amplifie, puis après ça se réduit, tu retravailles, tu creuses et tu gardes finalement ce que tu penses être je sais pas, les gens comme Rabelais, la substantifique moelle, peut-être quelque chose de l'ordre du voilà. Ouais, mais comme dans la sculpture, oui, tu as vraiment un bloc de matière et puis ça après c'est que tu élagues en fait beaucoup, tu enlèves. Moi j'ai l'impression que c'est ça aussi et pour avoir vraiment un livre qui touche vraiment, peu importe la manière dont ça touche, parce que par exemple, ce livre-là, oui, il va toucher les gens de manière très différente, mais par contre, il y a personne qui est indifférent. Donc, mais pour arriver à cette forme-là, oui, moi, je me dis, oui, c'est comme s'il faut être très précis. Enfin, c'est vraiment un travail de ciselure, un peu de quelle est la forme vraiment la plus juste que je puisse trouver pour que ça dise exactement ce que je veux que ça dise, quoi. Et après, je me dis, oui, j'ai quand même le luxe du temps, du coup, d'avoir le temps d'avoir tous ces questionnements-là. Et voilà. Et la nuit, c'est propice à ça aussi un peu, quoi. Donc, Je pense que la nuit, c'est vraiment le moment où peut-être, en effet, les choses, on est un peu en marge du monde. Peut-être, je ne sais pas si c'est ça, mais de prendre de la distance, d'être dans un univers différent de celui de la journée, par essence. Oui, complètement. J'ai un rapport. Besoin peut-être de.
Ah oui, complètement. Mais je pense que, mais je vois. Et puis mon rapport à la nuit évolue. Enfin, de base, j'ai plus un rapport oppressant moi au jour. Enfin, parce que mais c'est ça en fait, c'est l'endroit où on attend quelque chose de l'ordre de plus de la normalité, de conventions, de rôles sociaux, etc. Et donc j'avais l'impression de me sentir vraiment libre que la nuit. Mais je pense que c'est pas anodin aussi si la plupart des gens dans leur jeunesse vont avoir une vie de nuit aussi plus quoi. Si je pense que c'est aussi explorer ces espaces-là qu'on n'arrive pas complètement à explorer dans la journée et que ce soit toute chose, même de devenir d'autres personnes. On voit bien des personnes quand elles font la fête, des fois deviennent des personnes, elles ont jamais été dans d'autres endroits. Et je trouve que cet endroit-là, en fait, pour moi, est plus sincère, entre guillemets, que l'espace du jour. Maintenant, j'ai plus ce côté-là oppressant dans la journée, parce que je pense que j'arrive juste à être libérée aussi pendant la journée. Par contre, oui, ce que je trouve, moi, fascinant dans la nuit, c'est que le monde devient autre chose. Les gens deviennent autre chose aussi. Les moments de grande intimité, souvent... Ça, c'est dans la nuit aussi, quoi. Enfin, il y a quelque chose de très particulier et qu'on a souvent, oui, même quand on est dans une soirée avec des amis, avec toute autre personne, et puis on reste avec une personne ou deux. Puis là, tout d'un coup, la discussion a une épaisseur immense, et puis on se regarde dans les yeux, et puis il y a quelque chose qui sort, qui est, assez extraordinaire, quoi. Et pour moi, c'est là où ça commence l'écriture, en fait, quoi. Et donc, oui, j'ai besoin de la nuit pour convoquer ces endroits-là aussi. Et je trouve que vraiment, enfin oui, l'écriture du coup c'est quelque chose de l'écoute, mais c'est une écoute intérieure. Enfin, c'est l'écoute de oui, quelle voix nous on porte, ou même ça, qu'est-ce qu'on a écouté dans la journée, qu'est-ce qu'on a écouté même il y a 10 ans, qu'est-ce qu'on a voulu se dire à soi-même qu'on n'a jamais su entendre jusque-là. Et pour ça, il y a besoin de silence aussi, quoi. Et je trouve que la nuit, oui, donne un espèce de couche comme ça de silence, mais de silence vraiment qui enveloppe, quoi, de silence de tendresse en fait. Où là, moi, je peux avoir vraiment cette écoute-là de oui, d'accord. Quelle voix émerge du coup? Qu'est-ce qui reste après tout cet foisonnement du jour-là où il s'est passé plein de choses, etc. Ouais. Je pense à Baudelaire, parce que Baudelaire aussi, je crois qu'il y a un poème dans Les Fleurs du Mal, il dit, ou dans les poèmes en prose, j'aimerais m'enorgueillir dans la solitude de la nuit. Enfin, il évoque ça justement la nuit, qui permet justement de cette solitude, cette écoute dont tu viens de parler, Sarah. Alors c'est vrai que de minuit à minuit, tu l'as un peu dit dans le cours de la discussion, ça permet d'avoir, c'est un peu un roman comme ça en sinusoïde, je ne sais pas comment le dire, et c'est vrai que les lectrices et les lecteurs peuvent avoir des visions, c'est ça qui est intéressant, des regards différents sur ce roman, plus ou moins espérant, mettant en avant l'espoir, parce que c'est vrai qu'il y a quand même du positif, mine de rien, dans ce roman, même si en effet, le personnage de la mère est meurtri par ce qui lui arrive. Et donc c'est vrai qu'il y a quand même une note, bon je ne vais pas en dire plus, mais à la fin qu'on peut interpréter peut-être, voilà. Et ça c'est ça qui est... Donc on a le sentiment, quand on te lit, Sarah, que justement, on est surpris, on est porté, on sent bien que tu n'écris pas avec une structure, voilà, parfaite, un plan, voilà. Et ça nous mène en tant que... Et c'est vrai aussi dans le recueil de poésie, je trouve. Et on est totalement surpris, promené, baladé, au bon sens du terme, et surpris. Et on découvre en même temps que toi, peut-être, cette histoire. En fait, voilà. Je vais te le signaler au passage. Oui, non, mais ça me touche et je prends, mais oui, mais je pense que c'est du coup la même expérience, moi, que j'ai comme écrivaine aussi. Ça, quand j'écris, moi, je suis surprise aussi au fur et à mesure. Donc, je pense qu'il y a ça. Après, je pense que, moi, j'ai un attachement particulier, en fait, juste à la parole. Mais ça va avec ce truc-là de l'écoute aussi. Enfin, généralement, là, du coup, oui, dans ces espaces-là, c'est moi qui parle beaucoup et les gens qui ne parlent pas. Mais moi, j'aime bien vraiment écouter les gens. Et quand les gens vous racontent ça, que ce soit leur vie, que ce soit toute autre chose, il n'y a jamais ce récit... Enfin, c'est là où c'est toujours la question aussi de ça. Est-ce que les écrivains, c'est des menteurs ou pas? C'est là la question, parce que, par exemple, ce récit-là, vraiment très cohérent, etc., voilà, le récit est devenu ça avec la structure. La vie, c'est pas ça. Enfin, ça va vraiment dans tous les sens. Et il y a des côtés très sidérants. Enfin, la violence, le mal, c'est ça, où on n'arrive pas à mettre du sens, en fait. Où on est juste, dépassé par ce truc-là. Et c'est là aussi où vraiment, oui, je pense que la violence commence et on devient complètement fragmenté. C'est parce qu'on n'arrive pas à mettre cette cohérence-là. On n'arrive pas à lier les événements. On n'arrive pas à se dire pourquoi la personne a fait ça. Qu'est-ce qui lui est passé? Enfin, donc c'est... Ouais, enfin moi je trouve que c'est vraiment un effet Méduse, mais Méduse dans la mythologie grecque, c'est-à-dire que la violence ou le mal c'est quelque chose, ça vous regarde et puis ça vous fige en pierre en fait, quoi. Et j'essaye de retranscrire ça en fait dans mon écriture. J'essaye vraiment que ce soit, oui, une parole, mais la parole d'une personne humaine, quoi. Et sans essayer de moi jouer à enfin, pas jouer à l'écrivaine du coup, mais ça, rajouter de la structure comme ça et de dire oui, c'est un récit qui est vraiment cohérent. Il y a un sens,
Mais déjà, oui, il y a plusieurs sens, en fait, quoi. Oui. Il y a plusieurs récits. Et après, oui, c'est ça aussi, laisser l'espace au lecteur, à la lectrice, d'habiter ce récit exactement comme quand on vous raconte quelque chose, quoi. Vous pouvez, vous, à la fin, vous dire, oui, voilà, j'ai l'impression que c'est ça la conclusion. Moi, je pense que cette personne-là, c'est une bonne personne. Je pense que c'est une mauvaise personne. Je pense que ça, c'est une bonne chose. Que ce soit les avis politiques qui sont différents aussi. Plein de choses. Donc, c'est toujours ça qui est convoqué. Pour moi, la littérature, ça permet cet espace-là, quoi. Et moi, c'est tout mon questionnement aussi, je pense, généralement. Enfin, qu'est-ce que c'est les relations humaines, en fait, comment ça tient. Enfin, je trouve qu'il y a un côté très particulier de ça, qu'on arrive quand même à créer du commun, etc. Quand en fait, il y a vraiment, oui, une multiplicité de récits. C'est difficile de s'attacher à une seule chose. Et ça, enfin, la question de la cohérence, la question du sens n'est pas si évidente que ça, en fait. Enfin, il y a beaucoup de choses qui nous échappent aussi, ce qui rejoint la question du petit. Enfin, on est petit, en fait. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent, que ce soit dans l'univers, que ce soit dans même juste les relations humaines, et même des choses très proches. Enfin, qu'est-ce que c'est un père, qu'est-ce que c'est une mère, qu'est-ce que c'est aimer. En ce moment, moi, c'est beaucoup la question que je me pose. Mais ça, par exemple, je pense que c'est des questions de poétesse. Moi, j'ai l'impression que la poésie, c'est ça, par exemple. C'est vraiment se poser les questions bêtes, mais qui sont pas bêtes, mais voilà, les questions banales, mais essayer de les prendre vraiment très sérieusement. Mais c'est comme ils font les enfants, en fait. Enfin, ils vous disent vraiment, oui, comment ça se fait, le ciel est bleu. Ils vous posent la question très sérieusement. J'ai l'impression que les poètes, poétesses, on est restés dans cette chose-là, en fait, quoi. Et on continue à se demander, mais franchement, mais qu'est-ce que c'est, en fait, d'aimer Et après, ça amène dans plein de réflexions qui font que, oui, on a des couches et des couches et des couches. Et comment je réussis à retranscrire ça mais je pense que vraiment, pour moi, ça vient d'un mouvement d'amour aussi. Moi, c'est ça que j'aime. Ouais, c'est ça que j'aime dans la vie. C'est ça que j'aime dans la rencontre avec les gens aussi, quoi. C'est toute cette complexité-là, tout ce maillage, toute cette petitesse aussi, quoi. C'est magnifique, cette petitesse aussi. Et c'est vrai, c'est aussi admettre parfois qu'on est impuissant face à certaines explications. On ne peut pas tout expliquer. Tu as parlé de la mer, et on peut peut-être relire un extrait, enfin lire un nouvel extrait où justement elle évoque l'avant-naissance et l'après-naissance, si je puis dire, tout ce qui se passe ensuite. Voilà, peut-être. Ouais. C'est qu'après la naissance, on est si seul. Si tu savais comme je t'ai serré fort, tout près là contre moi, pour que tu ne sentes plus la dureté de l'air raclé dans ta poitrine. Si tu savais comme j'ai prié, pour que tu oublies qu'un jour, toutes deux, nous étions océans, deux cœurs dans une seule chair. Il suffit d'un rien, une caresse brusque sur le dos de la main, un battement de cils, pour que la réminiscence du liquide amniotique nous plonge dans cette dureté froide du réel, dont le corps ne se relève pas. Après la naissance, on est si seul, irrémédiablement, irrévocablement seul. Ma douce, combien de fois essaieras-tu de sortir de toi-même pour briser les frontières de ce que tu es? Combien de fois avant que tu lises cette lettre? Combien de fois après? Et on se dit toujours si jamais, et peut-être, et on ouvre toutes les portes de la poitrine sur les fissures du cœur, et l'autre tend les bras, sans pouvoir nous effleurer. Il est là-bas, hors de nous-mêmes. Ce sont des saints, ceux qui aiment dans l'inconditionnelle solitude, tu sais. Ce sont des sorcières errant sur la lumière, des funambules de la condition humaine. Pour ceux qui ne sont pas des saints, aimer, c'est comme chercher le cœur du monde dans un trou qui n'a plus de fin. Donc, le sujet de la table ronde, c'était en effet la résistance, s'ériger contre la violence du monde. On évoquait, c'est vrai que la poésie, finalement, j'ai l'impression quand même que assez récemment, il y a eu une période un peu où la poésie, on disait oui, ça se vend pas, machin, c'est destiné uniquement comment dire, c'est très pointu, voilà. Bon, maintenant, il y a peut-être et tant mieux, hein, un retour, un peu un balancement. Et voilà, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais il y a une diversité poétique actuellement, je trouve, des approches différentes aussi, et là, tu l'as dit tout à l'heure, tu l'as dit toi-même, on peut aimer aussi bien une poésie relativement traditionnelle, comme on peut aussi aimer une poésie, je pense à Cécile Coulon, par exemple, qui écrit à la fois des romans et des recueils de poésie très réussis.
Est-ce que tu sens ça, en effet, en tant que poétesse, justement, de cette diversité, cette peut-être ouverture, et maintenant, voilà, et heureusement, ça, c'est plutôt positif. Ah oui, complètement. Pour le coup, c'est sûr qu'il y a un changement, majeur, et puis tout le milieu de la poésie le sent. Ouais, bah ça, en effet, pendant très longtemps, on s'est dit oui, c'est un genre mort. Voilà, c'est ça. Ça vend pas, ça intéresse personne. Et en fait, là, mais le changement, c'est drôle parce que le changement, enfin, il y a quand même quelque chose de l'ordre des réseaux sociaux, en fait, tout court, qui ont fait que ça. Il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à poster de la poésie sur Instagram. Et donc, il y a un réseau social vraiment de plus, on va dire, 18-40 ans, en gros, quoi. Facebook, c'est pour les vieux maintenant. Il y a vraiment, oui, des fractures générationnelles dans l'utilisation des réseaux sociaux. Mais oui, non, ça c'est clair. Et Instagram, oui, du coup, c'est plus ma génération à moi, et la génération après, c'est TikTok, quoi. Voilà. Mais oui, non, et en ce sens-là, en fait, ça a complètement remodelé le paysage. Parce que du coup, il y avait aussi ces trucs-là, mais qui est une vision aussi très, très classiste, très élitiste, de oui, par exemple, si on écrit sur les réseaux sociaux comme ça a aucune valeur. Et qui est en train de s'inverser aussi, parce que même je voyais un écrivain comme Nicolas Mathieu, qui a eu le Goncourt, du coup, là, le dernier livre qu'il a écrit venait, lui, dit de sa pratique d'Instagram, d'écrire des textes courts. Donc même là, ces choses-là sont en train de complètement changer aussi, et oui, de repaysager un peu la chose. Et le fait que, oui, du coup... parce que la poésie, en fait, mais très naturellement, et même énormément d'écrivains et écrivaines passent par la poésie. Moi, je vois aussi, enfin, il y a un truc en France, du coup, peu de personnes, quand même, quand elles sont adolescentes, écrivent de la poésie. Par exemple, je prends en Haïti, enfin, moi, j'ai beaucoup d'amis haïtiens, et il y a vraiment ce truc-là de, oui, enfin, quand ils sont adolescents, voilà, ça, adolescente, déjà, tu tombes amoureuse, tu vas écrire un poème à la personne, etc. Et puis ça, après, tu vas aller boire des coups et faire vraiment des espèces de battles de poèmes avec les gens en face. Donc c'est vraiment, oui, le côté super vivant, super jeune, etc. Et si je prends par exemple la poésie palestinienne, enfin même chose, il n'y a pas de fracture générationnelle non plus. Mais ce qui montre bien qu'il y a un côté vraiment de lutte, de résistance à chaque fois, parce que bon, c'est des situations politiques dans les deux cas qui sont extrêmement compliquées, qui sont extrêmement pesantes. On a besoin d'avoir une résistance culturelle et une résistance de voix, une résistance de vie, et donc qui passe par la poésie, quoi. Et c'est vrai qu'en France, oui, il y avait vraiment ce côté-là, oui, un peu poussiéreux, et puis on avait vraiment, oui, tout le monde a le contact à la poésie par l'école, et donc ça, les figures de poésie sont enfermées dans quelques figures qui sont des figures poétiques valables, mais qui sont pas les seules du coup, quoi. Et donc très vite, ça fait quelque chose où, comme jeune personne, et moi particulièrement ça, comme jeune femme franco-tunisienne, enfin de pouvoir me faire le saut de me dire oui, je suis une poétesse. Enfin, vu les exemples que j'avais eus, c'était pas forcément un saut facile, quoi. Et je suis quand même arrivée ça à 18 ans à Paris en me disant oui, moi je sais que je veux faire ça. Donc je sais pas ce que ça veut dire être une poétesse au XXIe siècle, mais je sais que je veux faire ça. Et premier endroit où je vais, c'était un petit espace comme ça de lecture de poésie et tout ça, dans une espèce de club, quoi. Et j'y ai été, je me suis dit, ah ouais, non, c'est assez terrible, quoi. Parce que, bon, c'est un endroit intéressant, mais ça restait ça, quand même, des personnes majoritairement âgées. Ça, pour le coup, c'est pas un problème. Mais par contre, il y avait ce truc-là de, oui, en fait, tu ne peux pas lire la poésie que tu écris, tu dois apprendre de la poésie qui a déjà été écrite et la réciter par cœur. Tu n'avais pas le droit non plus de lire dans le livre, etc. Et c'est ça. Et moi, je me suis dit, moi, c'est pas comme ça que je veux faire la chose, en fait. Donc, je me suis dit, ok, je laisse pour l'instant le côté, voilà, je vais continuer quand même à écrire. Et du coup, moi, je me suis dit, mais moi, je vais utiliser Instagram. Parce que comme ça, je vais voir, est-ce qu'il y a des personnes qui me lisent, est-ce que je peux avoir un lectorat de cette manière-là, etc. Ça a été le cas. J'ai pas été la seule, d'ailleurs. Enfin, il y a plein de personnes maintenant qui utilisent un peu les réseaux sociaux. Et après coup, il y a 2 ans, en gros, j'ai découvert, en fait, qu'il y avait des scènes ouvertes à Paris de poésie. Il y en a 2 particulièrement dans le 19e, qui sont dans des bars vraiment, et donc avec vraiment toute une jeune scène poétique comme ça, et beaucoup de personnes, enfin, qui sont à la marge entre guillemets, quoi. Donc beaucoup de poésie féministe, beaucoup de poésie queer, beaucoup de personnes racisées aussi qui vont se dire, ok, moi, je sens que la poésie là, ça peut être quelque chose où je vais me sentir exactement entendue. Donc beaucoup de récits qui n'ont pas fait partie de la poésie française jusque là. Et en fait, la forme poésie, c'est vraiment enfin, autant moi je vois par exemple mes amis qui peignent, c'est tout un investissement financier juste. Il faut le matériel, il faut le ceci, cela, etc. La poésie, c'est vraiment, oui, on peut, soit il y a les notes sur le téléphone, etc. Soit moi j'écris à la main, mais du coup ça, on peut juste avoir le carnet de brouillon, voilà, on écrit comme ça, et puis tout d'un coup on peut avoir un recueil en fait très vite. C'est des formes courtes, donc on n'est pas découragé aussi comme quand on écrit un roman. Et il y a aussi, oui, tout le côté de vraiment grande liberté, je pense aussi, qui fait que, oui,
pour toutes ces personnes-là qui se disent oui justement je trouve pas d'espace dans la langue de manière générale, et justement je cherche une langue aussi, la poésie ça donne cet espace-là en fait. Donc je pense que c'est vraiment cette petite brèche qui a été créée comme ça là, où tout le monde s'est engouffré du coup, et qui fait que ça change en fait complètement l'image de la poésie aussi à l'extérieur. Et moi je vois dans mon lectorat, enfin c'est beaucoup de personnes qui ont plus ou moins mon âge, même des fois plus jeunes, des lycéens, lycéennes, donc même ces choses, quand on dit les jeunes ne lisent pas, c'est pas vrai. Je pense que les jeunes maintenant lisent beaucoup plus de poésie, de la poésie contemporaine, que même moi je lisais à l'époque, enfin même la poésie contemporaine, oui, j'ai lu assez tard en fait. Donc oui, il y a vraiment quelque chose qui se joue. Et là, par exemple, il y a quelques jours, les Inrocks ont sorti un article en disant est-ce que la poésie c'est la nouvelle contre-culture quoi. Donc en fait, oui, on est complètement dans un changement de paradigme auquel personne s'attendait, je pense en fait quoi. Et donc ça ouvre des pistes, des possibilités. Et même, regarde, De minuit à minuit, c'est un roman que les jeunes peuvent vraiment s'emparer, parce qu'il y a cette possibilité en plus de couler, mais en même temps de textes courts dans le roman aussi, s'arrêter, reprendre, attendre justement l'impression que ça peut donner, justement, le ressenti. C'est vrai que c'est une question de sensibilité. Et dans tes deux textes, c'est vraiment, on ressent les choses, quoi. Il y a un côté de l'ordre, on est touché profondément. Voilà. Donc je pense qu'en effet, ça peut toucher également les jeunes aussi. Ah oui, complètement. Non, et puis c'est là où je me dis aussi, c'est drôle, mais c'est vraiment une question de l'accessibilité. À quoi ça se joue l'accès, quoi. Et moi, c'est une question que je m'étais beaucoup posée aussi, ça, parce que j'ai fait l'école du Louvre. Chercheuse en histoire de l'art, c'est ça? Je suis chercheuse en histoire de l'art. Je l'ai pas dit au début, mais ouais, c'est ça. Et oui, et en étant à l'école du Louvre, c'est la même chose pour les musées ou les galeries, parce que même chose, les galeries d'art, c'est des espaces ouverts techniquement, mais qui franchit la porte. Et là, du coup, c'est encore plus extrême parce que, oui, même des personnes, c'est vraiment, oui, les personnes seulement bourgeoises qui vont franchir la porte. Donc, ça restreint en fait vraiment. Alors que oui, normalement, c'est des espaces libres. On peut découvrir l'art contemporain. Toute personne peut franchir. Mais donc, ça pose vraiment cette question-là de oui, qu'est-ce qui fait qu'on se dit oui, j'ai accès à cet espace-là ou je n'y ai pas accès. Et moi, je pense que pour la littérature, la question se pose aussi. Et moi, du coup, je le vois en étant moi écrivaine, moi poétesse. Il y a juste un espace qui s'ouvre aussi. Et je pense, du coup, en investissement les réseaux sociaux aussi, et en montrant ce que je fais au-delà de la poésie, il y a tout de suite beaucoup de gens, je pense, qui se seraient dit, ok, peut-être la littérature, c'est pas pour moi, qui là se disent, en fait. Ouais, c'est pas si éloigné que ça. Non mais oui, c'est exactement ça quoi. Et ça fait partie de la vie. Et moi je me méfie vraiment de la posture d'écrivain, écrivaine. Il y a un côté d'une grande image qu'on a construit avec plein de choses. Et je pense qu'il relève de choses réelles. Je pense qu'il y a des personnes qui sont naturellement comme ça. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui ont investi le rôle après et qui font qu'il y a une espèce de ça se structure, ça se fige autour de choses qui vont être très parlantes pour un certain nombre de personnes, mais assez restreint en fait, et qui pour tout le reste vont être, des personnes où ils voient bien en fait que ça s'adresse pas à eux quoi. Et je trouve qu'il y a, par exemple dans la fracture poésie rap, c'est vraiment la même chose. Combien de rappeurs m'ont dit aussi, oui en fait moi j'écris de la poésie à la base. Mais par contre, ça, comme tu viens de banlieue, t'es une personne noire, t'es une personne arabe, du coup tu te dis pas, je vais aller écrire un recueil, tu te dis, je vais aller faire du rap. Ouais. Maintenant que tu as touché, on sent bien que chez toi, l'envie d'aller aussi, de sortir de la zone de confort, tu l'as dit tout à l'heure, d'écrire de s'approprier des formes nouvelles. Tu as écrit un roman qui, bien sûr, on l'a dit, s'apparente à de la poésie, il est tout à fait bon. Est-ce que tu as envie maintenant de continuer plutôt vers la poésie, vers le roman, vers d'autres formes? Tu n'en sais peut-être rien pour le moment, hein. Peut-être qu'au moment où on se parle, mais bon, je ne te demande pas une réponse forcément. Oui, c'est strict. En fait, moi j'ai envie de tout explorer, je pense. Je travaille sur un second roman, oui. La poésie, là, c'est ce que je te disais ce midi. Du coup, j'ai l'impression d'être arrivée à une fin de cycle où je suis trop dans des habitudes. Et ça m'embête un peu du coup. Et je pense que là, pour casser le truc, je vais écrire un peu en anglais. Je sais pas ce que ça va donner, mais juste pour être complètement déstabilisée et voir si ça change pas mon rapport de nouveau à la langue, quoi. Mais c'est sûr que je vais continuer à écrire les recueils. La poésie, ça reste vraiment ma langue maternelle, quoi. Donc c'est le plus facile pour moi d'écrire de cette manière-là. J'aimerais beaucoup explorer le théâtre aussi, ça c'est sûr. Mais j'aimerais par exemple explorer l'essai aussi. Mais pas... vraiment de manière poétique, par exemple comme Édouard Glissant ou comme d'autres personnes, James Baldwin aussi. Original. Exactement, vraiment, en restant sans m'amputer en fait. Je reste une poétesse, je reste une écrivaine, même si je réfléchis. Donc de garder cet aspect-là aussi. Et après tout le côté de performance, ça j'aimerais vraiment le développer.
aller vraiment du côté visuel de la vidéo, mais tu vois, enfin j'ai toujours plein d'idées. Enfin il y a pas longtemps du coup je me suis dit oui en fait j'ai vraiment envie de faire un documentaire. Je pense que je vais faire un documentaire, mais du coup bon enfin voilà c'est chaque chose en son temps. Pour continuer finalement à s'intéresser aux questions de la violence du monde, mais sous des formes différentes. Voilà. C'est exactement pour ça. Pour pouvoir les explorer, j'ai envie de dire, sous des formes différentes et riches et nouvelles. Ouais, oui. Voilà, c'est ça. Avez-vous peut-être une ou deux questions? C'est vrai que oui, il est 16h30. Des remarques, des réflexions pour Sarah Mishkin, peut-être c'est... Oui. Question non, mais un constat. Un constat, oui. Je l'ai lu 3 fois. Essayez de vous passer le... La rencontre que nous avons hier, mais je crois que ce ne sont simplement que les 3 premières fois, parce que je vais y revenir souvent, parce qu'on y revient, il faut y revenir, comme on revient dans un poème et qu'on revient pour se nourrir de la poésie. Et c'est un roman qui vraiment, dans les 3 fois, m'a nourri, mais je crois que j'ai encore envie d'être alimenté. Et merci, tu m'as touché énormément hier, mais tu me touches encore énormément aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton intervention et c'était super intéressant. Moi j'ai une question parce que tu parlais du coup de créer des espaces de dialogue, des espaces de conversation, que ce soit avec les lecteurs ou avec les autres écrivains et écrivaines. Et moi j'avais une question sur la colère un peu, parce qu'il y a plein d'inégalités qui mettent aussi très en colère, qui créent de la révolte. Et comment est-ce qu'on gère la colère dans l'écriture et dans son rapport à l'écriture? Parce que cette colère, parfois, elle bloque du coup ces espaces de discussion, d'ouverture, de dialogue. En même temps, elle nourrit aussi l'écriture. Donc je voulais un peu savoir, toi, comment est-ce que tu gérais parfois cette rage ou cette colère qui pouvait naître? Moi, je pense que la rage, ça fait partie de. J'estime vraiment qu'il y a 2 moteurs d'écriture, quoi. J'ai l'amour et j'ai la rage, quoi. Mais pour moi, je distingue pas les deux. Enfin, même chose. J'ai vraiment l'impression que c'est une même chose. Et si j'avais une image, c'est l'image de la lave, quoi. Enfin, c'est-à-dire que non, mais oui, c'est un truc de la coulée. C'est vraiment toujours la coulée, c'est ça. Mais c'est pas le. Enfin, il y a vraiment un peu l'image du feu, mais de manière beaucoup plus. Et j'aime bien aussi cette image-là parce que c'est en même temps quelque chose de très destructeur, la lave. Et en même temps, le fait que ça noircisse tout, enfin, près des volcans et quand il y a des coulées volcaniques, c'est aussi l'endroit où c'est les plus florissants après. C'est les endroits les plus fertiles en fait. Non mais oui, enfin, c'est vraiment les endroits où les végétaux ça pousse énormément. Les animaux après viennent aussi vraiment, voilà. Donc je trouve que cette image-là, dans plein de sens symboliques, est vraiment parlante. Mais moi, je pense qu'il faut rester en colère. Enfin, c'est obligatoire. Enfin. Tu peux pas. Non mais oui, c'est ça. Enfin, tu peux pas rester. Quand tu sors de cet endroit-là, c'est là où tu deviens apathique en fait, quoi. Et donc après, on peut choisir cet endroit-là. Mais enfin, moi, je me dis, j'ai envie de garder. Enfin, ça va être une question de responsabilité aussi, quoi. Et je pense que moi, oui, dans ma vie particulièrement, enfin ça, j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère. Et il y a un côté de les venger aussi, quoi, de leur rendre justice, mais de les venger aussi, quoi. Donc ça reste ce côté-là de la colère. Maintenant, c'est pas. C'est vraiment comme une énergie, mais ça qui est qui est extrêmement concentrée. C'est pas un truc qui va dans tous les sens ultra chaotique. Je l'ai vécu un peu comme ça. Maintenant, c'est plus du tout ça. Maintenant, c'est vraiment un truc qui s'organise, et même en termes de stratégie, en fait. Si tu veux arriver à l'endroit où tu veux aller, de rendre justice socialement aux choses, il y a un moment où oui, tu vas être juste, tu vas en colère généralement. Il y a un moment où tu vas te dire, ok, bon, j'ai passé ce truc-là, je l'ai ressenti beaucoup. Maintenant, de quelle manière je peux réfléchir les choses pour que ça puisse changer réellement, quoi. Et après, quand tu disais les espaces de dialogue, de discussion, oui, le dialogue, la discussion, moi je crois beaucoup à ça. C'est Baldwin qui le disait aussi on peut avoir un respect mutuel. Maintenant, s'il y a une déshumanisation d'un côté, je vous dois rien en fait. Moi, je crois à ça aussi. C'est-à-dire que oui, la discussion, si maintenant il y a un seuil qui est franchi, j'ai le droit de dire juste, je refuse cette discussion-là, quoi. Je la refuse. Et moi, c'est comme ça que je le gère pour le coup. Et après, je peux avoir, dans tous les cas, c'est intéressant aussi les livres ou les articles, tu vois, en ce sens-là, c'est que tu peux faire la discussion, mais de manière distante avec la personne. La personne peut te lire, mais sans que vous soyez, tu vois, engagé et en train de, voilà, et sans que la personne ait à te dire directement, oui, moi je pense ça, ce qui pourrait être très très douloureux. Là, au moins, vous discutez, mais dans un autre espace, et elle prend ce qu'elle a à apprendre, et toi, tu prends ce que tu as à apprendre, et après, voilà. Mais ouais, non, je pense qu'il y a...
la discussion, c'est pas toujours. Enfin, moi, je crois pas à ce truc-là de. Oui, il faut. Enfin, tu vois, tout accepter. Il y a des personnes vraiment qui sont pas correctes en fait, tout court quoi, et qui disent des choses qui ne sont pas correctes ou qui agissent d'une manière qui n'est pas du tout correcte non plus. Il n'y a pas d'espace de dialogue possible, pas dans un premier temps en tout cas. Ouais, et ça. Enfin, pas de manière interpersonnelle en tout cas, tu vois. Et après, c'est là où moi je m'interroge de oui, en fait, dans nos structures sociales, il faudrait qu'on ait des espaces, ça, de mise en dialogue, par contre, vraiment, mais du coup, ça demanderait toute une réflexion de ça, comment, en fait, on peut... Même moi, je me posais la question par rapport aux violeurs, par exemple. Enfin, tu vois, toute la question de MeToo, etc. Et c'est des personnes qu'on met au banc de la société, du coup, on dit, voilà, c'est des monstres. Mais même dans ce truc-là, enfin, il y a un truc où... Moi, je pense beaucoup à ça, les actions de transformation sociale aussi, tu vois, de justice sociale, mais du coup, oui, dans un truc transformateur et pas dans un truc punitif. Donc, ça veut dire que techniquement, même ces personnes-là, moi, je me dis, il faudrait, et de toute manière, pour qu'elles puissent changer aussi, il faut qu'elles sachent de quelle manière il y a quelque chose qui n'a pas été et qui font qu'elles ont pu franchir le pas et qu'elles ont pu agresser des personnes. Donc, ça veut dire qu'il faut bien qu'il y ait des personnes qui discutent avec elles. Maintenant, moi, je me sentirais pas là d'avoir une discussion comme ça. Par contre, oui, je pense que socialement, il faudrait qu'on pense à comment on fait pour, au lieu de les isoler juste et de les mettre avec un truc de voilà, c'est un monstre, il y a juste quelque chose qui a pas été. Ce qui en plus, on sait que c'est faux puisque c'est tellement répandu que en fait, soit tout le monde est des monstres, donc c'est pas possible en fait cette réponse-là. Ça veut dire que oui, on faudrait qu'on puisse créer des endroits où il y a de la mise en dialogue, mais sans qu'on soit engagé complètement de manière intime et pour que ça, les personnes qui sont victimes puissent être protégées. Aussi quoi, parce que dans le dialogue il y a aussi quelque chose de ça où on est proche, donc ça veut dire que s'il y a un coup on va se le prendre directement quoi. On va devoir malheureusement rester là, leur tourne. Merci beaucoup Sarah Mishkin. La plaie de l'aube chez Blast et donc de minuit à minuit aux éditions Le Bruit du Monde. Je vous invite à poursuivre la discussion avec Sarah qui va dédicacer ces deux livres. Merci beaucoup Sarah et merci à vous de votre attention. Merci.